Nous sommes au cœur de notre sujet. Ceux qui prétendent restaurer le politique partent immanquablement de ces deux questions, l'État régalien et les communautés organiques. Ce sont des notions chargées, et comme toute notion chargée, ce sont des notions piégées. Que désigne une communauté organique? Est-ce la tribu, la société, la chaleur d'une identité particulière et partagée? Et si c'est cette chaleur qui forge la communauté organique, ne tombe-t-on pas alors dans la possibilité de la déplacer? Une communauté organique africaine déplacée en Europe aurait-elle sa justification? On nous proposera alors peut-être l'État régalien, protecteur, voire édicteur de normes. Il fournirait les limites à ces communautés. Mais en fournissant ces limites, il porte le risque de deux excès. D'abord, il s'arrogerait à lui seul le droit de définir l'identité et un maintien sans partage de la puissance souveraine. Pire, il pourrait vouloir modifier la structure même des communautés organiques. C'est là qu'intervient dans le titre de notre sujet l'idée d'équilibre. Je vous invite à réfléchir à ce terme. Il n'est pas innocent. L'équilibre ne fonde pas forcément la justice. Il ne prétend pas à dire la vérité. Il est mécanique, mathématique, incompris, indéfinissable, état latent, c'est ce que nous allons essayer de voir. Car finalement, régalien et organique nous renvoient à l'origine des deux institutions édictées dans le titre. L'une est sise dans le corps du roi, c'est régalien. L'autre, dans la précision du lien de solidarité qui s'effectue dans la communauté. Cet équilibre, nous le voyons, va donc au-delà du mathématique ou de l'idéologique. Il ne peut être ni abstrait ni segmenté. Il nécessite de trouver la bonne mesure. Qui est souverain? Et dans cette question, quelle est la source de cette légitimité du souverain? C'est à cela que nous reviendrons certainement dans la discussion. Prenons le premier point. J'insisterai sur le second, les communautés organiques. Et le premier point étant l'État régalien. Évidemment, ne les distinguons pas. Un sujet de voir comme le café au Brésil ne doit pas se traduire par grand café, grand thé au Brésil. Donc, l'État régalien, commençons à en parler, je voudrais parler des communautés organiques qui sont finalement assez liées, et de toute façon, c'est une des raisons pour lesquelles je n'avais pas compris le sujet, elles n'existent plus, pas plus que l'État régalien d'ailleurs. Donc, nous parlons de deux choses qui appartiennent au même monde, de l'ancien monde révolu, enfin en voie d'abandon. Tu m'interpelles, Alain, sur ce que j'entendais par souverainisme. Quand je maniais beaucoup le mot, je me suis aperçu qu'il était d'un maniement délicat et pour tout dire, je l'ai moins utilisé ensuite, tout en le revendiquant, malgré tout. Mais il est trop associé, ce qui est pour vous d'ailleurs assez antithétique, c'est-à-dire une forme d'État autoritaire, jacobin, l'énarque que je suis est vraiment trop collé à cette image-là. Et cet État a beaucoup servi et beaucoup failli. Évidemment, Alain, la souveraineté, la revendication de souveraineté est un moyen. Pourquoi faire? C'est une image du capitaine à bord. Pourquoi faire? Eh bien, pour prendre la meilleure route. Pour le bateau et pour la nation, ça s'appelle le bien commun. Il y a quand même, dans le terme de souveraineté, bien qu'en effet ce ne soit qu'un instrument, une réponse, un contenu non et un contenu, c'est-à-dire le bien commun. Mission évidemment très vague et très floue, j'en profite pour faire une minute de publicité, et ça tombe bien, le bien commun
sujet du dossier du dernier numéro du Nouveau Conservateur. En rentre dans cette salle, comme on dit au cinéma. Alors, il se trouve quand même que cette affaire de bien commun n'est pas secondaire. Pendant très longtemps, alors c'est complètement perdu de vue tout cela, je pense que ça ne reviendra pas. Le service du bien commun, la politique était un service du bien commun. Ça, c'est le schéma traditionnel qui est inclus dans le schéma souverainiste. Consiste en effet à servir le peuple, non seulement par une politique menée pour le peuple, c'est la dialectique royale en fait, mais directement par l'élection ou indirectement par, je dirais, l'affection par le peuple. Et évidemment, on ne pense pas, pour te répondre là encore, Alain, à la défense d'une souveraineté qui ne serait pas populaire, directement ou indirectement. Mais ça, c'est un très vieux schéma, et c'est la raison pour laquelle, enfin tu reviens à la question de la souveraineté, tu as raison, mais c'est la raison pour laquelle je mets de côté, d'une certaine façon, le souverainisme. Je ne le récuse pas, j'en fais pas un usage aussi abondant que Michel Onfray, par exemple, qui, 25 ans après que j'ai lancé le terme, et j'avais placé dans la bouche de quelques personnages pour lesquels j'ai travaillé, comme Philippe Séguin ou Jean-Pierre Chevènement ou Philippe de Villiers, en fait un usage absolument abusif. Il y a quelque chose d'aboli dans la souveraineté, il faut bien le dire. C'était d'ailleurs le problème du général de Gaulle, il a bien compris. Il y a quelque chose d'aboli dans ceux dont la souveraineté n'est que l'instrument, c'est-à-dire le service du bien commun. Surtout à une époque comme la nôtre où le bien commun n'est plus pensable dans une société effritée en multiples communautés. Et si j'étais polémique, mais pourquoi ne pas l'être un peu, je dirais qu'on ne peut plus penser au bien commun dans une nation en voie d'invasion. Ce n'est pas raisonnable. Ça n'est hélas plus possible. La dialectique se déplace. Et c'est pour ça que je voudrais dire un mot sur les communautés organiques, qui elles aussi ont disparu. Il faut penser à la disparition, au fond, des deux termes du sujet qui nous est proposé. Communauté organique, c'est à la fois, comme disait Ferdinand Tönnies, le sociologue allemand, Gemeinschaft et Gesellschaft, c'est-à-dire les communautés naturelles, la famille, la tribu, le village, la province. Ces communautés auxquelles on appartient par la nature, sans les avoir choisies, et puis celles qu'on a choisies, et Tönnies disait qu'on progresse de plus en plus, que l'humanité avançait de la Gemeinschaft à la Gesellschaft, c'est-à-dire les contrats, une certaine conception justement non naturelle de la nation, autre sujet à discuter, mais surtout les entreprises, les syndicats, les magistratures, les féodalités diverses, qui seraient de l'ordre de la Gesellschaft, c'est-à-dire de la volonté du contrat, la volonté d'appartenir. Mais à bien y regarder, tout ça s'est effacé. Alors, à commencer par la famille, pulvérisée, minutieusement pulvérisée. Finalement, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je dis, à partir de la légalisation de l'avortement. Bien, et tout ce que ça a entraîné. Ensuite, puisque l'enfant est constitutif de la famille, de toute façon, et que jouer avec cela, c'était déjà pulvériser la famille. Et tout ce qu'on avait ensuite, jusqu'à la GPA, etc. Et d'une parfaite logique, hélas. Les villages, je vis dans un village de 425 habitants, il n'y a plus à proprement parler de solidarité villageoise. On sort de chez soi pour prendre sa bagnole et aller au Super U à 10, puis 15 ou 20 km, ou chez le médecin qui est à 30, 40, 50, 60 km, il ne cesse pas de s'éloigner. Et puis la communauté villageoise, elle a disparu. Bref, je ne continue pas. Quant au Gesellschaft, ça ne va pas beaucoup mieux. Je crois même que les entreprises ont disparu. Même si on pouvait penser que c'était celles qui surnageaient. Les magistratures ont disparu, puisqu'elles sont toutes aux ordres de quelque chose qui les dépasse. L'État a grosso modo disparu. Je ne peux pas dire que ce qui passe aujourd'hui pour le gouvernement,
qui ne se soucie même plus de servir un bien commun, quel qu'il soit. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait tout à l'heure Engels. C'est embêtant, j'ai oublié son prénom. Alain, je crois, pardon, excusez-moi. David, pardon. Il n'y a plus que quelques nuances de gauchisme, non seulement dans l'expression populaire, mais aussi dans les politiques appliquées au fond. Donc il faut penser cette pulvérisation générale au bénéfice d'une seule chose. Et ça, c'est le point de départ, pour moi, de la réflexion sur le lien entre l'État et les communautés organiques. C'est l'appropriation de tous les pouvoirs par l'idéologie, en réalité, et par l'imaginaire qui a tout supplanté, par une sorte d'oligarchie à la fois plutocratique et technoprogressiste, on pourrait dire, qui inclut jusqu'à l'élite, l'ancienne élite de l'État, c'est-à-dire grosso modo la confrérie davosienne, quoi, Davos. Ce ne sont plus des entreprises au sens du mot entreprendre. Elles ont disparu. Et toute l'opération Covid, d'ailleurs, a aussi consisté à supprimer les petites, moyennes entreprises, à commencer par les bars, les restaurants et tout ce qui appartenait, et là, ça appartiendra de plus en plus à l'ancien monde, au bénéfice d'une société d'écran, d'une société d'oligarchie invisible et incontrôlable. Et je pense que, pour finir, assurez-vous, Charles, j'achève, ce dont il faut parler aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition, la vieille opposition qui était pleine de connivence, n'est-ce pas? Condé a été gracié, si on peut dire, ou pardonné par Louis XIV, c'est-à-dire qu'on pouvait se rebeller contre l'État régalien, puis finalement, embrassons-nous Folleville, on se retrouvait toujours. Elles appartiennent toutes les deux, la logique de l'État régalien, de la souveraineté, la logique des communautés organiques à l'ancien monde. Ça ne veut pas dire qu'il est mort, je dis à l'ancien monde. Au bénéfice d'un nouveau monde contre lequel, alors là, je demanderai à reprendre la parole tout à l'heure, contre lequel, c'est-à-dire cette espèce d'oligarchie davosienne, contre laquelle nous ne savons pas quoi faire. Quel est notre instrument? C'était très clair dans les interventions qui précédaient. Est-ce qu'on en est réduit à faire, comme disait en effet David Engels, des communautés parallèles fondées sur le souvenir, la longue mémoire européenne et assez exemplaire pour se réimposer petit à petit en vertu d'une parfaite auctoritas? C'est très tentant. Et c'est d'ailleurs ce que nous n'avons qu'à faire dans l'immédiat. Mais je pense qu'il y a d'autres solutions. Et ce dont j'aimerais parler tout à l'heure, si on a encore quelques minutes, c'est justement quelle solution en face de cette confusion parfaite de tous les pouvoirs, c'est-à-dire dans une logique totalitaire. C'est pour ça que j'aime le mot conservateur, parce que le mot conservateur a quelque chose d'anti-totalitaire. C'est le nouveau sens du mot, à mon avis. Le conservatisme, ou l'esprit conservateur, c'est ce qui s'oppose à ce totalitarisme davosien dont je pense qu'il est pour l'instant en pleine montée de sève et qu'il est incontournable, mais nous devons nous situer en face de cette énorme concentration de tous les pouvoirs qui nous échappent, et c'est à mon avis l'origine, enfin le point de départ, en tous les cas, de toute conversation sur l'organisation des pouvoirs. Merci beaucoup. Alain de Benoît, est-ce que vous partagez ce constat d'effacement? Oui, je partage le constat, bien sûr, on le partage tous, mais après... le bien commun, d'accord, évidemment, mais pas facile à définir, le bien commun. Hein. Il y a déjà ceux pour qui, dans l'expression « le bien commun », le mot qui compte, c'est bien, et puis ceux pour qui le mot qui compte, c'est commun. Hein. Ça fait déjà deux écoles. Non, je crois qu'il faut savoir laisser les abstractions à leur place. Maurras se distinguait, ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, pays réel, pays légal, mais le vieux camarade Marx distinguait aussi très bien l'infrastructure et la superstructure. Et dans notre petite discussion, les communautés organiques, c'est évidemment l'infrastructure. C'est ce qui compte, c'est la base. L'intérêt de notre discussion, ce n'est pas d'arriver au constat que tout ne va pas très bien aujourd'hui, mais de bien comprendre que
ne faut pas surestimer les institutions, qu'un État peut être parfaitement souverain, détenteur de fonctions régaliennes, et en même temps passer tout à fait à côté du bien commun et de sa tâche destinale, disons. Je prendrai un exemple, le premier qui me vient en tête. Justin Trudeau au Canada est un personnage qui est assez souverain dans ses fonctions. On ne peut pas dire qu'il ait choisi vraiment le bien commun, ni qu'il ait un souci immense de l'identité canadienne en général et québécoise en particulier. La souveraineté ne garantit pas l'identité. Voilà le point, à mon avis, essentiel. En revanche, elle est nécessaire, si l'on a le souci de l'identité, à conférer les moyens de force qui vont dégager, je dirais, l'autorité nécessaire au pouvoir pour s'imposer et le pouvoir nécessaire à l'autorité pour s'exercer. Qu'est-ce que c'est les communautés organiques? Ce sont des communautés qui sont des organismes, c'est-à-dire qu'elles sont vivantes. Qu'est-ce qu'on veut dire en disant qu'elles sont vivantes, outre le fait qu'elles bougent, qu'elles remuent, qu'elles existent? C'est qu'elles vivent en tant que communauté présente à elles-mêmes, partageant consciemment ou inconsciemment des valeurs, des références, une histoire, des coutumes, une sociabilité, des mœurs, tous ces dépôts qui ont contribué à la sédimentation de la formation d'un peuple. Car au fond, on pose toujours la question, mais la réponse est très simple. Qu'est-ce que c'est que l'identité d'un peuple? C'est son histoire. C'est tout ce dont il a hérité, qu'il a contribué directement ou indirectement à le façonner. Et tout ça reste vivant pour autant qu'il existe un lien social. Et là, on retrouve effectivement la problématique communauté-société. Un lien social vivant, pas un lien social par les réseaux sociaux qui n'ont de sociaux que le nom. C'est là où on retrouve l'opposition entre la réalité et le virtuel, l'authentique et le on, l'inauthentique, comme dirait Heidegger par excellence. Entre le concret et l'abstrait, la concrétude. Concrétude même, c'est l'existence d'un peuple. Après, on peut faire sur le coin d'un bureau 1000 constructions théoriques pour montrer comment doit s'exercer la souveraineté, etc., etc. Donc pour moi, les deux sont absolument indissociables. Quand je disais tout à l'heure qu'on parle de la souveraineté nationale ou de la souveraineté populaire, à mon avis, elles se complètent totalement. S'il n'y a pas de souveraineté populaire, la souveraineté nationale, elle est vide. Et si la souveraineté... l'autre n'existe pas, c'est une autre manière de vide. Alors, je voudrais en terminer, je vois que le temps passe un petit peu, je voudrais passer un peu de coq à l'âne parce qu'il y a un sujet qu'on aborde beaucoup dans les milieux souverainistes, qui sont les privations, les transferts, les disparitions de souveraineté. La souveraineté se perd, notamment la souveraineté nationale, et elle disparaît dans une sorte de trou noir, donc on ne connaît pas très bien l'emplacement ni la géographie. Nous sommes dépossédés de notre souveraineté, ça s'entend souvent dire, et c'est vrai. Mais je dirais que je suis un peu frappé de la façon dont les souverainistes désignent comme responsable de ces dépossessions de souveraineté presque exclusivement Bruxelles, la Commission européenne, l'Union européenne, etc. C'est-à-dire cette dépossession qui fait que l'on a enlevé aux différentes nations, aux différents États, le pouvoir de décider souverainement, effectivement, de leurs lois. C'est là une source, effectivement, très préoccupante de dépossession de souveraineté. Mais ce n'est pas la seule. Il y en a une autre dont on parle beaucoup moins, c'est la privatisation des fonctions régaliennes. Nous disions tout à l'heure, et nous en étions d'accord, que les fonctions régaliennes, ce sont celles qui doivent être exercées par l'État, par le public. Pourquoi? Pour ne pas tomber
dans les mains du privé, de la logique du privé et des lobbies, de la logique, l'axiomatique des intérêts qui caractérise le secteur privé. Or, à quoi est-ce que nous assistons depuis plusieurs décennies déjà? C'est à une privatisation de la police, privatisation de la fonction judiciaire, privatisation des prisons, privatisation de l'armée. Les fameuses compagnies militaires de sécurité. Aujourd'hui, tout le monde vous parle des zigotos du groupe Wagner. Groupe Wagner qui s'agite un peu partout. Le groupe Wagner, c'est une compagnie militaire de sécurité, comme les Américains en ont créé des dizaines et des dizaines. Ce qui est très intéressant, c'est que les compagnies militaires de sécurité, c'est un nom élégant pour parler des mercenaires, mais c'est qui font une guerre au service d'un État en tant qu'organisation privée, ont des effectifs qui sont plus importants que ceux de l'armée américaine. Donc on assiste bien à une privatisation de l'armée. Dans un autre domaine, il paraissait jusqu'ici, jusqu'à il y a peu de temps, évident que seuls les gouvernements pouvaient se lancer dans des aventures spatiales. Envoyer des hommes sur la Lune, fabriquer des satellites, des stations spatiales, etc. Et puis maintenant, subrepticement, sans que ça provoque tellement de commentaires, on s'aperçoit que M. Bezos, Musk ou je ne sais quoi, se lance à titre privé dans l'aventure spatiale, envisage de coloniser des planètes, de les privatiser éventuellement, de privatiser la Lune, l'espace, les planètes. On est dans une espèce de fuite en avant mirobolante qui montre, mais qui fait partie intégralement de la privatisation du régalien. Alors cet aspect de privatisation, à mon avis, il est très important. On pourrait en donner d'ailleurs beaucoup d'autres exemples. Prenez l'exemple d'Interpol, par exemple. Organisme de coordination interétatique de police internationale. Interpol est une organisation régalienne, même si c'est intergouvernemental. Mais savez-vous que le budget d'Interpol a été délégué au privé? Qui finance Interpol? Les cigarettes Philip Morris, la Fédération internationale de football, les laboratoires Sanofi, c'est-à-dire des entreprises contre lesquelles ou sur lesquelles Interpol pourrait avoir à enquêter demain. Ce sont des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Donc la privatisation de la souveraineté des fonctions régaliennes est un sujet tout à fait important. Alors, moi, je m'en tiendrai là, je vais vous repasser la parole, Paul-Marie. Mais je crois qu'il y a les deux aspects. Il y a vraiment, dans notre discussion, deux aspects. Il y a d'un côté, à quoi sert la souveraineté? Elle sert à beaucoup, mais elle n'est pas la clé de tout. Il faut être attentif aux endroits et aux manières, aux diverses guises par lesquelles elle se défait. Et puis, il faut bien voir que ce qu'on appelle de façon un peu rituelle, il faut bien le dire, les communautés organiques, par opposition aux sociétés mécaniques, aux sociétés de l'ennui, de l'anomie, ces communautés organiques, c'est à la base qu'il faut les refaire vivre par des procédés de démocratie plus directs, par un recours plus élémentaire aux traditions, aux liens sociaux. Éviter que l'État ne se substitue aux individus pour les fonctions d'assistance, d'aide, d'entraide, tout ce vaste domaine de la réciprocité que l'on a évacué et délégué aujourd'hui à l'État. Mettre l'accent sur les peuples. Les peuples, sans les peuples, il n'y a rien. Les peuples doivent rester vivants et, si possible, rester, comme disait Raymond Rouillet, long vivants. Long vivants.
Bon, alors il y a un aspect dramatique dans tout ça. Je m'aperçois que c'est... Décidément, les mots comptent beaucoup et nous nous connaissons depuis longtemps, Alain, et nous ne nous comprenons pas parce que vraiment tu réduis ce que j'ai entendu par souverainisme à très peu de choses, et même un oripeau un peu rachitique. Nous ne sommes plus dans les années 90. Évidemment, ce mot est arrivé dans les années 90 dans la foulée de Maastricht et d'une dépossession accélérée, mais qui s'était déjà engagée, de l'État régalien par une superpuissance. Enfin, une superpuissance, en tous les cas, un pouvoir supranational qui n'est pas devenu une puissance, justement. Mais nous n'en sommes plus là du tout. D'ailleurs, je n'ai jamais pensé, non seulement, comme je le disais, que la souveraineté nationale était dissociable de la souveraineté populaire, mais qu'elle était dissociable de la souveraineté identitaire, de la souveraineté culturelle, on peut dire. J'ai toujours dit qu'il y avait 3 piliers au moins de la souveraineté. Il y a aussi le pilier qui intéressait beaucoup mon ami François Fillon, c'est-à-dire la souveraineté financière. Mais c'est encore autre chose. Les 3 principaux piliers, c'est ce dont je viens de parler, c'est-à-dire la souveraineté vis-à-vis, le roi est empereur en son royaume, si vous voulez, vis-à-vis des pouvoirs étrangers, la souveraineté à l'intérieur, c'est-à-dire l'autorité de l'État, et surtout, peut-être la plus importante, elle est devenue majeure, la souveraineté culturelle. Elles sont indissociables. Alain ne fait pas semblant de penser qu'elles se réduisent à la lutte contre l'Union européenne, qui était au fond, qui a tout absorbé. Et là, c'est pour ça que j'ai pris une distance vis-à-vis de ce mot qui a été mal compris, mal utilisé, etc. J'ai toujours pensé que le principal ennemi, c'était même pas l'Union européenne, c'était en effet la privatisation du politique. Je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit, mais quelquefois ça sert à rien de penser et de dire, ça ne passe pas. Les mots trompent ou n'entrent pas dans les neurones de vos interlocuteurs. Je parle pas de toi, mais tout le monde. C'est évidemment la souveraineté. J'ai toujours pensé, et je l'ai fait dire à Philippe Séguin très souvent, que l'ennemi principal, c'était la privatisation du politique. Et là, on est arrivé à un point, je t'ai coupé tout à l'heure parce que tu parlais des fonctions régaliennes, mais le sujet est énorme. Aujourd'hui, sur la table, avec l'affaire McKinsey, bon, je m'étonne que tu n'en aies pas parlé, mais la privatisation est absolue, parce qu'on se rend compte que toute une politique de santé, c'est pour ça que je m'étais permis de t'interrompre, excuse-moi, tout à l'heure, lors de ta première intervention, on est arrivé à enfermer toute une population, à décréter des couvre-feux, à interdire des médicaments parce qu'ils soignaient, évidemment, c'était très embêtant. Paul-Marie, je t'interromps juste une seconde, vas-y. Parce qu'on parle de la privatisation, et oui, avec l'esprit de l'escalier, l'histoire McKinsey, dont on parle beaucoup en ce moment, ce scandale macronien autour de ces consultants privés, ça rentre dans le débat. Ah ben oui. Ce sont des consultants de firmes privées qui, moyennant finance, ils sont bien remplis les poches, font un travail, dans certains cas, à portée stratégique, qui devrait être le fait des seuls hauts fonctionnaires français. Ça contribue à la privatisation de la fonction régalienne. C'est exactement ce que je dis. Et c'était déjà en ligne de mire, enfin en marche à partir du milieu des années 70 en réalité. Giscard en est un symbole, mais on est arrivé à McKinsey, c'est-à-dire à un nouveau gouvernement qui impose, comme je disais, des politiques totales qui vont jusqu'à l'enfermement des populations, qui sont les mêmes d'un gouvernement à un autre, parce que c'est le même cabinet qui s'est arrogé les gouvernements. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'affaire McKinsey montre que l'État et les gouvernements sont en gros abolis au bénéfice justement, y compris dans les fonctions les plus régaliennes, c'est-à-dire battre monnaie, les bitcoins, n'importe qui peut en émettre, c'est fini le monopole de battre monnaie, le monopole de l'armée, c'est fini, tu as très bien cité, et il est capital, il est très important, parce que la question de la violence est cruciale. Là, la violence, elle n'est plus du tout aux mains des États. Et alors, bonjour les dégâts, on va voir au fil du XXIe siècle ce que ça donne. Bon, la privatisation des armées est un énorme sujet. C'est pour ça que je dis que tout est aboli. Et nous ne sommes plus du tout dans les années 90. Alain, tu me répondais comme si on était en 1992 lors du débat sur Maastricht tout à l'heure. Nous sommes 30 ans plus tard, mon cher Alain. Il s'est passé beaucoup de choses. Soyons les contemporains, si c'est possible, c'est très difficile, de notre propre histoire. Et j'objecte, pour finir, hélas, je ne peux pas être d'accord, je ne peux plus être d'accord, là j'ai changé, avec l'antidote
c'est-à-dire le peuple. Là, je l'ai beaucoup pensé, je ne le pense plus. Je ne sais pas s'il y a encore des peuples, je ne sais pas s'il y a encore un peuple français. Non seulement parce que je faisais référence à l'invasion, au grand remplacement. Je trouve très modéré d'ailleurs le terme de grand remplacement, on le trouve extrémiste. Moi j'aimerais plutôt parler d'invasion. Je cherche des yeux Renaud Camus, je ne sais pas s'il est quelque... Je trouve, cher maître Renaud Camus, que vous êtes d'une modération coupable en parlant de grand remplacement. En fait, c'est une invasion pure et simple. Et c'est une invasion tellement consentie qu'on se met à douter de l'existence même d'un peuple. Parce qu'un peuple, normalement, quand il est envahi, hein, il réagit. On l'a encore fait en 40. Bien. Mais il y a encore pire. De quoi cette anomie populaire est-elle le signe? C'est que déjà le peuple n'existait pas, n'existait plus. C'est le ballottage de De Gaulle en 65 qui l'a stupéfait. Il croyait qu'il avait 80% des gens derrière lui. Il portait tellement le bien commun. Mais il y a une phrase terrible de Henri Gobard. De Gaulle se faisait une certaine idée de la France pendant que les Français se faisaient une certaine idée de l'Amérique. Ce peuple, Alain, il a déjà été pulvérisé. Et depuis, s'il faut une date, 1917, par l'imaginaire européen et national. Ils ne sont pas opposables. Je suis d'accord là-dessus. Attends, là, vraiment, je finis, c'est important. J'espère que tu vas me répondre. Je ne sais pas si on va dépasser notre temps, mais il faut bien comprendre que la dépossession nationale a commencé il y a un siècle. Elle a commencé avec le mythe, je dis bien un mythe, du sauveur américain. Vous savez, les Américains sont arrivés soi-disant en 1917 avec Pershing en juin 1917. Ils ont aligné à peu près personne jusqu'en avril 1918. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant un an? Ils ont fait du cinéma. Ils ont fait des expositions dans toutes les villes de France sur le thème « Le sauveur américain est là ». Et le cinéma a commencé à ce moment-là. Après est arrivé justement le cinéma, la musique, le jazz, le chewing-gum, et tout notre imaginaire, c'est ce que nous constatons ici. Tout notre imaginaire a été confisqué par l'imaginaire américain. C'est pour ça que je dis, je répète, je l'ai encore dit hier après-midi avec quelqu'un dont le nom est désormais très connu, Éric Zemmour. Je lui ai dit, tu te trompes de cible. C'est pas la migration simplement qui a détruit le peuple, parce qu'il est détruit. Il ne sait plus du tout qui il est. Regardez les jeunes. Enfin, j'en connais suffisamment pour voir que le déracinement est achevé. Il a été achevé peut-être dans les dernières années, mais il a commencé il y a plus d'un siècle. Et le vrai sujet, c'est les États-Unis. C'est la colonisation culturelle américaine. C'est cela dont il faut prendre conscience. Et à partir du moment, là je conclus, où je crois qu'il n'y a plus d'antidote populaire parce qu'il n'y a plus de peuple, il faut réfléchir, comme le faisait David Engels tout à l'heure, à d'autres ripostes. Alors, il y a la riposte aristocratique. Il n'a pas dit le mot, mais c'est ce que j'ai en tête, c'est-à-dire ce que nous faisons ici. Il appelait ça des communautés espérantielles ou espérantialistes, qui doivent être exemplaires, garder la pleine mémoire, lire Alain de Benoît intensément du début à la fin et garder le cap. Bon. Et puis quelques autres, bien sûr. Et puis des livres d'histoire. Et puis Tolkien, etc. Très bien, très bien. Ça ne fait pas tout à fait... ça ne me suffit pas, parce que c'est la longue mémoire, c'est la longue durée, mais c'est la longue souffrance aussi, parce qu'on va souffrir pendant longtemps. On sera quand même très minoritaire, enfin on sera plus de ce monde, hein, rassurons-nous, heureusement d'ailleurs, mais la persécution, la solitude des héritiers va durer des décennies, peut-être des siècles, je ne sais pas, nous sommes des moines copistes au 6e ou 7e siècle actuellement. Il y a quand même une autre hypothèse, je finis là parce qu'on pourrait en parler beaucoup, mais je lâche le mot simplement, pour restaurer ce qui peut l'être d'une tradition, parce que je pense en essentialiste et platonicien, c'est une des choses qui nous oppose Alain depuis longtemps, que rien ne meurt jamais. Donc le peuple, au fond, ne fait qu'entrer en dormition, comme on disait du roi au Moyen-Âge. Il est quand même quelque part par là, la mémoire est enfouie, mais rien ne meurt. Il y a un énorme élément qui peut tout changer. On n'y pense pas. Pourtant, il est omniprésent dans l'histoire.
et merci Charles d'avoir noté que je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle l'Europe vers la guerre, je suis obsédé par la dimension salvatrice de la guerre. Et plus que sur le peuple, je mise sur la guerre. Le grand chamboulement historique, il se fera par la violence, qu'elle soit d'ailleurs d'État ou privée. Elle se fera entre des civilisations, on nommait bien entendu l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui est aux portes, c'est-à-dire l'islam, la Turquie, le monde arabe. Et de ce point de vue-là, je pense qu'un signe merveilleux, alors là, je pense que je vais devoir demander une escorte pour sortir de cette salle, mais le signe merveilleux de la renaissance de la guerre, il est arrivé le 24 février dernier, quand le seul pays européen qui reste européen, c'est-à-dire la Russie, a enfin résisté à l'impérium américain. Bon, c'est toujours à la fin que les débats se passionnent. Et là, on allait passer du grand remplacement à la guerre en Ukraine, puis à la notion de peuple. Alors là, on y est. Paul-Marie, vous disiez, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben justement, alors là, on peut y être pour longtemps. Non, nous sommes pressés par le temps. 2 mots. Je ne partage pas tout à fait, en effet, ce que vous dites à propos des peuples et du peuple. Oui, il est en très mauvais état. Mais je crois que les peuples existent toujours. Je crois que l'histoire est toujours ouverte. Et ce n'est pas du tout une différence d'être optimiste ou pessimiste. Moi, je ne me pose jamais ce genre de questions. Bernanos, je crois, disait que les optimistes sont des imbéciles heureux et que les pessimistes sont des imbéciles malheureux. Ça me paraît assez juste. Je ne vais pas me lancer maintenant, à l'heure qu'il est, dans une grande discussion autour de la notion de peuple. Je crois que les peuples existent toujours, je crois que les classes populaires existent toujours, je crois que la colère sociale existe toujours et qu'on le verra bientôt. Mais je crois aussi que même quand les choses peuvent se dégrader encore, alors ce sont d'autres objectifs qui se formulent. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus rien à transmettre? Mais c'est très simple. Quand on n'a plus rien à transmettre, il faut lancer un nouveau commencement. Il faut commencer à nouveau. Il faut faire à nouveau couler la source, comme l'ont fait les Grecs en d'autres temps. Mais ça nous emmènerait bien loin de laisser couler la source. Merci à l'Iliade d'avoir organisé ce petit débat.